Ma sœur a exigé ma prime de 100 000 $ sous prétexte qu'elle est mère, mes parents l'ont soutenue, alors je les ai coupés de ma vie et j'ai envoyé un courriel qui a fait exploser notre famille. J'ai toujours été celui qui se montre responsable, vous savez, le genre à garder la tête baissée, à éviter les conflits et à ne jamais rien demander. Ma sœur Alia recevait toute l'attention pendant que moi, je récoltais toutes les attentes. Je n'étais ni brillant ni sportif, mais j'étais constant. J'ai payé mes études moi-même et trouvé une carrière dans la finance qui, petit à petit, a dévoré ma jeunesse. Mais je suis resté fidèle à cette voie, sans raccourci, sans aide et certainement sans la moindre faveur familiale. Alors, quand j'ai reçu une prime à 6 chiffres l'année dernière, le genre de récompense qu'on obtient après avoir enchaîné des semaines de 60 heures pendant 10 années consécutives, je n'en ai pas parlé. J'ai discrètement remboursé certaines dettes, commencé à économiser pour un apport immobilier, et pour une fois, je me suis autorisé à ressentir que je ne faisais pas que survivre, je réussissais. Bien sûr, dans ma famille, rien ne reste discret bien longtemps. C'était lors d'un dîner dominical chez mes parents, l'un de ces moments obligatoires de pseudo-convivialité familiale où chacun fait semblant que tout va bien. Alia était évidemment présente, avec ses 2 enfants, tous les 2 adorables, couverts de compote de pommes et semant le chaos dans la maison pendant qu'elle faisait défiler son téléphone. Je n'avais même pas encore posé mon assiette que déjà elle lançait la conversation, d'une voix assez claire pour transpercer le vacarme ambiant. Elle déclara avec un petit sourire narquois, « J'ai entendu dire que quelqu'un avait eu une prime. » Je me suis figé, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche, tandis que la table demeurait figée. Ma mère inclina la tête tel un hibou curieux, mon père ajusta ses lunettes. Je répondis doucement, en piquant un haricot vert, je ne pensais pas que c'était une information publique. Alia croisa les bras, ne fais pas l'innocent, Mathieu, tu sais très bien de quoi je parle. 6 chiffres, n'est-ce pas? Ça doit être agréable. Ce n'était pas tant les mots que le ton qui m'accrocha, moqueur, plein de droit, comme si j'avais gagné à la loterie plutôt que sacrifié des années de ma vie pour cet argent. Mais les choses empirèrent. Tu me dois ta prime, déclara-t-elle avec insistance, comme si c'était la chose la plus normale du monde, parce que je suis mère. Tout le monde se figea. J'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Je regardais ma mère, espérant qu'elle intervienne et souligne l'absurdité de ce qui venait d'être dit. Mais non, au lieu de cela, elle hocha la tête comme si Alia venait de réciter un verset sacré. Elle a raison, Mathieu, murmura maman en reposant sa fourchette, élever des enfants est plus difficile que tout ce que tu fais dans un bureau. Tu n'as aucune idée de ce que cela implique. Mon père répondit, dans une famille, on prend soin les uns des autres. Ce n'est pas qu'une question de revenus. Les enfants d'Alia hurlaient dans un coin devant une tablette, totalement inconscients, et moi, j'étais là, tenant une assiette de poulet rôti pendant que toute ma famille essayait de me convaincre d'abandonner le fruit le plus important de toute ma carrière. Je ne dis rien, pas encore. Je souris simplement, hochai la tête et débarrassai discrètement mon assiette. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental s'était brisé. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable une fois que j'avais décidé que c'était fini. En vérité, ce n'était pas tant l'exigence d'Alia qui m'avait surpris, c'était le regard de mes parents quand elle l'avait formulé, comme si c'était elle qui avait gravi les échelons professionnels, manqué des vacances, des anniversaires et combattu l'épuisement professionnel. Il semblait penser que le simple fait d'être mère lui donnait un droit moral sur tout ce que j'avais accompli. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose de dérangeant, ce n'était pas une remarque impulsive. Alia était au courant de la prime, et mes parents ne faisaient pas qu'acquiescer, ils en avaient probablement parlé derrière mon dos depuis des jours, voire des semaines. Je ne pouvais plus ignorer à quelle vitesse tous les éléments se reliaient. Une semaine plus tôt, ma mère m'avait envoyé un courriel inattendu, tu devrais peut-être mettre un peu d'argent de côté pour les enfants, tu sais, leur avenir. À ce moment-là, je pensais qu'elle parlait d'un fonds pour les études. Aujourd'hui, je comprends qu'elle parlait de mon argent, pas du sien. Il y avait aussi les remarques d'Alia ces dernières semaines, ce doit être agréable de ne pas avoir de responsabilité, certains d'entre nous ne peuvent pas faire la grasse matinée le dimanche, tu ne comprendras jamais ce qu'est le vrai stress tant que tu n'auras pas d'enfant. J'avais ri de tout cela. Elle avait toujours eu un penchant pour l'auto-apitoiement et la posture de martyr. Mais maintenant, tout était clair, ce n'était pas une réaction spontanée, c'était une stratégie, une campagne. Et j'avais été trop confiant pour le voir. Après le dîner, j'ai conduit jusqu'à chez moi dans le silence, sans musique ni balado, seulement le bourdonnement tranquille de la réalisation, j'étais devenu une ressource à leurs yeux, pas un fils, pas un frère, un portefeuille.
En rentrant chez moi, un nœud silencieux s'était formé dans mon estomac. Je ne ressentais pas de colère, pas encore. Je ressentais quelque chose de plus froid, de plus calme. Je savais ce que je devais faire ensuite, et cela commencerait par une action simple, je devais reprendre le contrôle. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade, ce que je ne fais jamais. J'avais besoin de cette journée pour agir plutôt que de ruminer. Alia voulait faire de cela une question de justice, de sacrifice et de famille. Très bien. Moi, j'allais en faire une question de limite. D'abord, je me suis connecté à tous mes comptes bancaires, chèques, épargne et comptes de courtage. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque totalement différente et transféré la majeure partie de ma prime. Non seulement cela, mais j'ai automatisé le processus, à partir de maintenant, chaque salaire serait divisé en deux, juste au cas où. Une moitié serait versée sur l'ancien compte, l'autre sur le nouveau. Ensuite, j'ai annulé tous les abonnements partagés, Netflix, Hulu et même l'ancien forfait familial Spotify, dont Alia et ma mère profitaient depuis des années. Ce n'était qu'un geste simple, mais symbolique. Je n'ai envoyé aucun message, je ne les ai pas prévenus, j'ai simplement tiré la prise. Ensuite, j'ai entamé un grand ménage en douceur. J'ai passé en revue chaque transaction Venmo des 2 dernières années, chaque fois qu'Alia avait oublié son loyer et que je lui avais envoyé quelques centaines, chaque fois qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de main pour la garderie ou les courses. J'ai tout exporté, étiqueté, documenté dans un joli tableau avec les dates, les montants et les descriptions, au cas où. À un moment donné, j'ai ouvert une ancienne conversation de groupe intitulée « La famille » et relu les messages d'Alia, les remarques passives agressives, les manipulations émotionnelles, et les vantardises déguisées en appel à l'aide. J'ai pris des captures d'écran de tout, non pas pour m'en servir comme une arme, pas encore, mais pour conserver la vérité. Je devais me convaincre que ce n'était pas de la paranoïa, c'était un schéma. Et au fur et à mesure que je travaillais, j'ai senti un changement, pas de la colère, ni de la vengeance, juste du soulagement. Fini les doutes, fini les excuses pour ma réussite, fini de me sentir coupable à chaque fois que je disais non. Je n'allais pas faire une scène, je n'allais pas envoyer un long message dans le groupe familial ni débarquer chez mes parents en réclamant du respect. J'allais simplement attendre. Parce que je connaissais Alia, et je savais qu'elle finirait par demander quelque chose de plus grand. Et ce jour-là, je serais prêt. 3 semaines ont passé, 3 semaines paisibles et silencieuses. Alia n'a envoyé aucun message, pas de « est-ce que je peux juste emprunter 200 $ jusqu'à vendredi ?» pas de pique déguisé de ma mère. C'était si silencieux que je me suis demandé s'ils tramaient quelque chose à nouveau. Peut-être qu'ils léchaient simplement leurs blessures, comprenant que je ne jouerais plus à leur jeu mais ensuite, comme une horloge bien réglée, Alia réapparut. C'était un jeudi soir, je venais de rentrer du travail, un reste de plat réchauffé sur les genoux, lorsque j'ai vu son nom s'afficher sur mon téléphone. J'ai laissé sonner, puis encore une fois. Ensuite vint le message « Salut, est-ce que je peux te demander un service ? S'il te plaît, ne m'ignore pas », je l'ai regardé un moment avant de répondre « Ça dépend de ce que c'est ». Elle ne perdit pas de temps. C'est pour Ethan. Il a été invité à un camp de robotique en Californie. C'est une opportunité énorme et tous les enfants de sa classe y vont. Mais ça coûte 3200 et je ne peux vraiment pas me le permettre en ce moment. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, je sais que c'est beaucoup, mais tu t'en sors super bien en ce moment et c'est ton neveu. Tu dis toujours que l'éducation, c'est important. C'était la manœuvre classique, l'exigence enveloppée dans du papier culpabilisant et nouée avec un ruban de manipulation émotionnelle. Mais ce n'était pas tant la demande qui m'a marqué. C'était l'hypothèse. Elle n'avait pas demandé « Est-ce que tu pourrais aider ?» ou « Est-ce que tu serais prêt à contribuer ?» Non, elle s'attendait simplement à ce que je règle la facture. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Le lendemain, j'ai reçu un message de groupe de ma mère « Coucou mon chéri, Alia m'a parlé du camp de robotique d'Ethan. Quelle belle opportunité! Peut-être que tu pourrais aider, juste cette fois. Cela représenterait énormément pour lui, pour nous tous. » Et puis mon père ajouta, dans une famille, on s'entraide. Fils, tu es en position d'aider. N'oublie pas d'où tu viens. Celle-là m'a frappé différemment, n'oublie pas d'où tu viens. Mais justement, je m'en souvenais. Une enfance faite de vêtements usés, de victoires ignorées, une maison où les crises de colère d'Alia attiraient l'attention et où mes bulletins scolaires recevaient un haussement d'épaule distrait. Je venais d'années à dire, est-ce que tu peux juste m'aider une fois,
chacune de ces demandes devenant une habitude. J'ai quitté la conversation de groupe et ouvert un nouveau document. Je l'ai intitulé « La vérité sur Alia », puis j'ai commencé à écrire, non pas une plainte ou une colère, mais des faits, un compte-rendu complet de chaque centime que je lui avais envoyé au cours des 3 dernières années. Quelques jours après m'avoir dit qu'elle ne pouvait pas acheter de couches, elle publiait des selfies de spa et de brunch. Des captures d'écran de conversation où elle me faisait culpabiliser, me rabaissait et exigeait des choses sans jamais tenir compte de ma vie ou de ma situation. Une liste détaillée d'abonnements annulés, de promesses non tenues et de ses propres mots, « Être mère, c'est plus difficile que ton travail, donc tu me dois ». Cela m'a pris tout le week-end. Quand j'ai terminé, j'ai rédigé un courriel. Il n'était ni méchant, ni émotionnel. Il était froid, clair et définitif. J'y expliquais ce que j'avais donné, ce que j'avais toléré, et pourquoi je me retirais désormais. Il n'y aurait plus d'argent, plus d'aide, non pas parce que je ne m'intéressais pas à eux, mais parce que ne s'intéressaient pas à moi. Je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Parce que je connaissais Alia. Je savais qu'elle n'avait pas fini. Et quand elle ferait son prochain grand geste, je serais prêt à appuyer sur « Envoyer ». Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le week-end suivant, Alia invita toute la famille à dîner chez nos parents. Elle oublia, comme par hasard, d'apporter quelque chose au repas participatif. Je n'avais aucune intention d'y aller. Mais ensuite, ma mère m'a appelé, « S'il te plaît, viens juste, soyons tous ensemble, pas de drame ». J'ai failli rire à cette dernière phrase. Pourtant, quelque chose m'a poussé à y aller. Pas par obligation, mais par instinct, comme si l'acte final d'une mauvaise pièce allait commencer, et je ne voulais pas le manquer. Quand je suis arrivé, la salle à manger était déjà pleine. Mon père découpait du rôti de bœuf comme si c'était le jour de l'Action de grâce, et Alia servait du champagne comme si elle organisait une collecte de fonds. Elle leva les yeux, sourit agréablement et dit « Tu es venue, je suis tellement contente. » Trop contente. Quelque chose semblait étrange. Nous nous sommes assis, nous avons mangé. Les sujets de conversation habituels défilaient, la météo, l'école, le divorce d'un voisin. Puis, quand les assiettes furent débarrassées et le dessert servi, Alia fit teinter son verre. « J'ai une petite annonce à faire, dit-elle. » Je reconnus ce ton, cet enthousiasme sucré et artificiel, le calme avant la tempête. Elle se leva et lissa son chemisier. Alors j'ai décidé de retourner enfin à l'université, finir mon diplôme, c'est quelque chose que je veux faire depuis des années, et j'ai été inspirée par le travail acharné de mon frère, dit-elle en faisant un geste vers moi, mais son sourire ne touchait pas ses yeux. Investir enfin en moi-même. Il y eut quelques applaudissements modestes. Ma mère rayonnait, mon père lui adressa un signe de tête fière. Alia poursuivit, « Puisqu'on est tous ici, je voulais juste demander. » Puis elle se tourna vers moi. « Mathieu, pourrais-tu m'aider financièrement, juste pour la première année ?» La pièce devint silencieuse. « Je veux dire, tu dis toujours que l'éducation est importante, » ajouta-t-elle en riant, « tu pourrais littéralement changer ma vie. Ce n'est pas grand-chose pour toi, tu n'as pas de famille ou quoi que ce soit. » Et là, ce fut comme un coup de poing déguisé en compliment. Tu n'as pas de famille, comme si le fait que je n'ai ni femme ni enfant me rendait moins digne de mes propres revenus, comme si j'existais uniquement comme un fonds de secours pour elle. Ma mère m'interrompit avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, elle essaie de s'améliorer, tu ne peux pas faire un effort ? Et mon père, toujours philosophe, ajouta, c'est ça une famille, on investit les uns dans les autres. Je regardais autour de la table. Le sourire en coin d'Alia, le regard plein d'attente de ma mère, l'approbation distante de mon père. Et je réalisais qu'il s'attendait vraiment à ce que je cède. Je posai ma fourchette, plongeai la main dans ma poche et sortis mon téléphone. J'ouvris le courriel que j'avais rédigé la semaine précédente, celui contenant toutes les preuves, tous les détails, toute la vérité. Je me levai et m'éclaircis la voix. Non. Alia cligna des yeux. Pardon ? Non, répétai-je plus fort cette fois. Pas cette fois, plus jamais. Mon père tenta de prendre la parole, mais je levai la main. Je ne vais pas argumenter, je vais vous montrer. J'appuyai sur « Envoyer ». Tous leurs téléphones s'illuminèrent presque en même temps. Le silence tomba tandis qu'ils consultaient un par un leurs appareils. Le sourire de ma mère vacilla. Le visage d'Alia prit peu à peu la teinte de son vin. La mâchoire de mon père se contracta. À cet instant, on aurait pu entendre s'effondrer la maison de cartes imaginaires. Alia leva les yeux,
sa voix à peine audible, « Tu as tout noté ?» « Oui, » répondis-je, « parce que vous ne l'avez jamais fait. » Je me tournai vers mes parents. « Vous m'avez appris à prendre soin de ma famille. Je l'ai fait. Mais vous n'avez jamais dit que cela devait coûter ma dignité. » Silence. Je pris mon manteau. « Tu veux quelqu'un pour financer tes études ?» demandai-je en jetant un regard à Alia, « et c'est avec l'aide fédérale. » Et sur ces mots, je sortis par la porte d'entrée. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Je ne m'attendais pas à des feux d'artifice en partant. Je m'attendais à du silence, peut-être quelques messages furieux, 1 ou 2 appels à la culpabilité. Ce que je reçus fut plutôt une avalanche. Cette nuit-là, j'éteignis mon téléphone. Je voulais dormir profondément, pour la première fois depuis des mois, libéré de la douleur sourde de l'obligation. Et je le fis, paisiblement, sans rêve. Mais au réveil, le lendemain matin, je découvris 48 messages non lus. Le premier venait d'Alia, « Bravo. Tu m'as humilié. Tu m'as prise par surprise devant maman et papa. Tu m'as fait passer pour une mendiante. » Comme si elle avait besoin d'aide pour cela. Puis vint celui de ma mère, « Tu n'avais pas besoin d'être cruel. Nous sommes une famille, Mathieu. Tu aurais pu nous parler en privé. » En privé ? Après des années de pression publique, de manipulation et de pièges émotionnels autour d'un poulet rôti ? Mon père envoya le message le plus court, « Déçu par ta manière de gérer ça. Je te pensais meilleur. » Voilà, déçu. Il n'avait jamais utilisé ce mot quand Alia avait abandonné l'école, quand elle était retournée vivre chez eux, ou quand elle avait changé 3 fois de travail en 2 ans. Mais je les avais embarrassés, et cela semblait être la véritable offense. Je ne répondis pas. Je m'habillai, préparai une cafetière de café et poursuivis ma journée comme si de rien n'était. Car rien ne m'était arrivé. Ce qui s'était produit lors du dîner n'était pas une crise, ni une explosion, c'était une limite. Une frontière longtemps repoussée. Dans les jours suivants, les choses devinrent plus étranges. Alia supprima la majorité de ses publications sur les réseaux sociaux. Ma mère arrêta d'écrire. Mon père resta silencieux. Puis, je reçus un message de quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis des années, ma cousine Rachel. « Salut, je viens de lire le courriel. Bravo. Tu as dit tout haut ce que nous avons toujours eu trop peur de dire. On l'a tous vu, Matt. Toi seul as eu le courage de l'exprimer. » Il s'avéra que mon message avait été largement transféré. Je commençais à recevoir des messages de parents éloignés, de cousins, même d'une tante qui avait déménagé dans un autre état. Tous disaient la même chose, on a toujours su qu'Alia profitait, on ne savait juste pas à quel point. Je ne me sentais pas vengé. Je ressentais quelque chose de plus rare, je me sentais enfin vu. Mais la véritable surprise arriva une semaine plus tard, une lettre, pas un courriel, pas un message, une enveloppe tangible dans ma boîte aux lettres, adressée de la main d'Alia. À l'intérieur, une seule feuille de papier lignée. Aucun drame, aucune excuse, simplement ces mots, « Tu as été clair. J'espère que tu es content. » Je la pliai en 2, la rangeai dans un tiroir et ne répondis pas, car oui, j'étais content. C'est étrange à quel point la vie devient paisible une fois que l'on se débranche du vacarme, plus de textos frénétiques, plus de factures inattendues, plus d'urgences soudaines qui exigeaient toujours mon aide. Juste le silence. Au début, je m'attendais à ce que quelque chose me retombe dessus, une confrontation, une tentative désespérée de me ramener dans leur jeu, mais rien n'arriva. Alia disparut. Mes parents restèrent dans l'ombre. Et moi, je reçus quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, de l'espace. Je me mis à marcher après le travail, de longues balades sans but à travers des quartiers que je traversais jadis en courant. Je repris ma guitare. Je commençais même à préparer ce voyage en solitaire que j'avais toujours remis à plus tard. Il n'y avait personne à qui demander la permission. Personne à financer sauf moi-même. C'est incroyable ce qui se passe lorsqu'on cesse d'être le plan de secours de tout le monde, on commence à se sentir comme le personnage principal de sa propre vie. Je ne les détestais pas, même pas Alia, mais je ne ressentais plus leur absence comme avant. Et ça, je le savais, c'était la liberté. C'était un après-midi morne de samedi lorsqu'elle est arrivée. J'étais à moitié en train de ranger mon bureau, une tâche que je repoussais depuis des années lorsque l'interphone retentit. Je n'attendais personne. Pas de livraison, pas d'amis prévus. J'ai failli ignorer, puis il y eut une autre sonnerie, plus longue. J'utilisais l'interphone, oui.
Une pause. Puis une voix familière, faible et hésitante, « C'est moi, Alia. » Je ne répondis pas immédiatement. Je restais là, la paume suspendue au-dessus du bouton, le cœur battant lourdement de cette façon inconfortable et protectrice qui m'envahit toujours en sa présence. Finalement, je la laissai entrer. Quand j'ouvris la porte, elle était là, tenant un sac en papier de la boulangerie du coin, comme si cela allait adoucir l'atterrissage. Elle semblait épuisée, mais pas dans son habituelle fatigue de mère débordée, non, plutôt dans ce genre d'épuisement qu'on lit sur les visages quand la comédie est terminée. Pas de maquillage, pas de sourire. Alia, sans filtre. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Je me décalai. Elle entra comme une invitée, pas comme ma sœur qui autrefois entrait en trombe et pillait mon réfrigérateur. Elle ne s'assit pas tant que je ne lui indiquai le canapé. « Je ne suis pas là pour me battre, » dit-elle, « ni pour te demander quoi que ce soit. » Cette partie me prit au dépourvu. Elle posa le sac de pâtisserie sur la table entre nous et le fixa, comme si le sac pouvait parler à sa place. « Je voulais juste te voir, » dit-elle, « parce que c'est étrange de ne pas t'avoir autour, de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas pouvoir te crier dessus quand tu ne réponds pas, je ne dis rien. » Elle lâcha un petit rire rapide. « J'ai mérité tout ce que tu as dit. » Tout. Et le courriel, c'était brutal, mais ce n'était pas faux. Cela me stupéfia encore plus que la visite elle-même. Alia me regardait vraiment. « Tu sais, quand tu as envoyé ce courriel, maman a dit que tu avais été cruel mais en le lisant, j'ai compris que tu avais simplement arrêté de faire semblant, et d'une certaine manière, c'est encore pire. Tu n'as pas crié, tu as juste lâché prise. » Elle secoua la tête. C'est faux à quel point le silence peut être bruyant quand quelqu'un se retire vraiment. Pendant un instant, nous sommes restés là, pas comme des adversaires, même pas comme des frères et sœurs, mais comme deux personnes ayant grandi dans la même maison, tout en vivant leur vie dans des langues complètement différentes. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » expliqua-t-elle, « je voulais juste que tu saches que je ne suis pas fier de la façon dont j'ai agi, et que j'essaie de changer. » Je l'observai. Ses mains tremblaient légèrement. Puis, je demandai doucement, « Pourquoi maintenant ?» Elle fit une pause. « Parce que je pensais que le fait que tu me coupes les ponts me ferait te haïr. Mais en réalité, ça m'a obligé à me regarder en face. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. C'est tout, » conclut-elle, « j'avais juste besoin de le dire. » Elle ne m'a pas étreint, elle n'a pas pleuré, elle a simplement hoché la tête une fois et s'est éloignée, laissant le sac de la boulangerie intact sur la table. Quand je l'ai finalement ouvert, j'y ai trouvé un mot, pour tout ce pourquoi je ne t'ai jamais remercié. Il y avait aussi un petit reçu plié en deux, représentant un remboursement partiel de 2 cents. Ce n'était pas grand-chose, mais peut-être un début. Quelques jours après la visite d'Alia, je reçus une lettre dans ma boîte. Pas une enveloppe, juste une feuille de papier jaune de type légal, pliée, sans adresse d'expéditeur. Je reconnus tout de suite l'écriture, nette, appliquée, toujours à l'encre bleue. Mon père. Je l'ouvris lentement, m'attendant à une déception déguisée en conseil, à une autre supplique pour que je sois la personne la plus mature. Mais ce n'était pas ça. C'était un seul paragraphe, juste cela, « J'ai relu ton courriel. En entier. Et j'ai compris que cela faisait longtemps que nous ne te voyions plus comme une personne, seulement comme un fournisseur. C'est notre faute. Je n'attends rien de toi, mais je devais le dire, pour une fois, je comprends. Pas de signature. Pas d'excuse. Juste une forme de compréhension, griffonnée comme par un homme essayant de réécrire l'histoire en quelques lignes précises. Je n'ai pas pleuré, mais je suis resté longtemps assis avec cette lettre entre les mains. Ce n'était pas une vraie fermeture, mais il y avait une fissure dans le mur. Et peut-être que c'est là que la guérison commence.